Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les Américains viennent d'abattre le numéro 1 du mouvement Al-Qaïda à Kaboul, comme dans un film, par une frappe de drone. Je voudrais profiter de cette occasion pour faire un point sur le terrorisme international et surtout le terrorisme islamiste. Alors d'abord, qui était ce monsieur? Monsieur Ayman al-Zawahiri, c'est un Égyptien, médecin de formation, si ma mémoire est bonne, ce qui n'est pas un cas aberrant. C'est très habituel que dans les mouvements islamistes à haut niveau, vous trouviez des scientifiques, des médecins, des pharmaciens, des psychiatres, des ingénieurs, des mathématiciens, des statisticiens. Et c'est le cas au Maroc, c'est le cas en Palestine, c'est le cas en Égypte. Dans de nombreux pays, vous avez, c'est pas le préjugé, enfin, on a souvent le stéréotype de l'islamiste prédicateur, formé à la théologie. Non, c'est souvent des scientifiques. Alors, comment l'expliquer? C'est certainement une des nombreuses tares du système éducatif dans le monde arabe, où on bourre la tête des jeunes enfants de maths, de physique, de biologie, de chimie, de je ne sais quoi, et on oublie de leur enseigner la culture générale, la langue, l'éthique, la morale. Donc, ce qui fait qu'on donne des diplômes d'ingénieurs à des types qui n'ont aucune espèce de préparation à réfléchir. Ils font des équations. Ça, oui, ils vous récitent la table de... Enfin, je sais pas, ils vous récitent les tables périodiques comme ça, mais ils ne savent pas raisonner en tant qu'être humain. On a fabriqué des espèces de machines à calculer et qui est plein d'elle, enfin, un but de soi-même, hein, parce que on lui dit tu es ingénieur, tu es mathématicien, tu es ceci, tu es cela. Et on retrouve donc un dogmatisme, c'est ces gens-là sûrs d'eux-mêmes. Et quand ils arrivent au contact de la religion islamique, qui est propice elle-même à un certain manichéisme, hein, vous connaissez c'est pas la peine de vous faire un dessin, ces gens-là tombent dans le piège et ils racontent des bêtises ou des interprétations extrêmement dures sans admettre la nuance parce qu'ils ne peuvent même pas être remis en cause parce qu'ils sont ingénieurs. Hein, j'en veux par exemple les patrons du Hamas, des scientifiques. Le premier président islamiste de l'Égypte, M. Morsi, c'était un grand physicien d'une faculté américaine de Los Angeles. Donc c'était pas, on ne parle pas d'abrutis ou de fumeurs de joint, non. Donc M. Ayman Zawahiri n'est pas n'importe qui, on n'était pas n'importe qui. Ensuite c'était un Égyptien. L'Égypte est un pays extrêmement important dans la map monde islamique, dans le monde islamique, plus de 100 millions d'habitants. Il y a un grand poids culturel, une influence culturelle, spirituelle, un pays de prédicateurs, un pays très pieux, très religieux, depuis les âges immémoriaux, bien avant la colonisation, bien avant l'arrivée de Napoléon en Égypte. Hein. C'est un pays très très pieux, qui compense certainement, mais là c'est Idriss Rali qui parle, qui compense certainement par cette piété excessive son impuissance, parce que c'est un pays qui est occupé par des puissances étrangères depuis 1000 ans. Rappelez-vous que l'Égypte n'a jamais été gouvernée par des Égyptiens, sauf à partir de 1952, avec l'arrivée des officiers libres, Nasser et Sadat, et après Moubarak. Jusqu'en 1952, disons de l'an 1000 à 1952, ça fait presque 1000 ans, il y a toujours eu à la tête de l'Égypte des pouvoirs, des monarchies, des dynasties étrangères. Les Fatimides, des Berbères du Maghreb, de Tunisie. Les Mamelouks, hein, ce sont des gens du Caucase, du monde turc. Les Turcs eux-mêmes, les Ottomans. Les Khidives au 19e siècle, ce sont des gens qui étaient des Albanais, des gens des Balkans. Et le dernier roi d'Égypte, de mémoire Farouk, fils de Fouad, parlait mal l'arabe. Hein. Et ça a toujours été un pays qui a été gouverné par des puissances étrangères. Et je pense qu'il a compensé cette espèce de blessure narcissique dans une espèce de piété surabondante. Voilà pour Ayman al-Zawahiri. Je ne pense pas qu'il faille aller plus loin dans la description du personnage. Pas très charismatique. Le charisme était du côté de Bin Laden. Bin Laden qui véritablement avait une capacité, une rhétorique. Il savait parler aux masses arabes en arabe. Il avait une langue arabe habitée par une lumière maléfique, une lumière, si vous voulez, explosive, une lumière du mal, mais une lumière quand même. Ce qui fait qu'il était un rival très très difficile à combattre pour les pays arabes et pour la coalition américaine. Parce que c'était pas un abruti Bin Laden. Ayman Zawahiri était quelqu'un de moins charismatique, de plus réservé. Je pense que c'était plutôt un technicien de la gestion, du management d'Al-Qaïda qu'un leader, disons qu'une présence rhétorique. Hein, voilà. Ce qui est une très grande limitation quand on fait le genre de guerre que se proposait de faire Al-Qaïda. Alors le bilan
le bilan de M. Zawahiri, de sa vie, disons, et d'Al-Qaïda aujourd'hui, ben c'est un semi-échec, hein, c'est en demi-teinte. Échec, bien sûr, parce que aucun pays arabe n'a sombré, enfin, n'a sombré dans l'islamisme, on va dire, enfin, n'est gouverné par des islamistes, qu'ils soient terroristes, salafistes, quiétistes ou je ne sais quoi. Les mêmes régimes sont là. La Syrie a été sauvée grâce aux Russes, hein, M. Poutine, notre ennemi. Il a sauvé la Syrie d'Al-Qaïda et de Daesh. L'Irak tient le coup, malgré tout, détruit mais tient le coup. C'est un pays qui a la gueule cassée mais qui tient le coup. Les pays du Maghreb tiennent le coup. L'Égypte a été récupérée par les militaires. La Libye a été détruite par M. BHL, M. Sarkozy, M. Juppé, Mme Clinton, M. Obama. Mais malgré tout, enfin, elle a été livrée aux islamistes sur un plateau en argent, mais malgré tout, les choses ne sont pas décidées. Donc, Al-Qaïda n'a pas eu beaucoup de succès là-dedans. Elle rêvait de détruire l'empire du mal, les États-Unis. Les États-Unis sont toujours présents, l'Europe est toujours présente. Bon. Et c'est M. Zawahiri qui s'est fait tuer par un drone. C'est lui qui a vécu dans des grottes. Enfin voilà, le rapport de force est très évident, très clair et il est incontestable. Al-Qaïda n'a pas obtenu ses buts de guerre, qui étaient de changer les régimes arabes et surtout, d'abord, de casser la gueule à l'Occident et de lui couper la tête. Ensuite, l'Iran leur a mis mis le pion à Al-Qaïda, tous les mouvements islamistes sunnites, parce que Al-Qaïda est sunnite. L'Iran a gagné l'Irak. L'Iran dirige l'Irak par ses milices, par milices interposées, par ce qu'on appelle la mobilisation populaire. Al-Hajj al-Sha'bi, c'est-à-dire l'Iran est capable de lever des centaines de milliers d'Irakiens chiites et de leur dire allez casser la gueule aux islamistes sunnites, adeptes d'Al-Qaïda ou Daesh, à Mossoul ou ailleurs. C'est pas donné à tout le monde, hein. Pas donné, même au roi d'Arabie Saoudite, malgré tout l'argent qu'il a et toutes les télévisions qu'il a et tout le soft power qu'il a, il n'est pas capable de lever des musulmans, leur dire allez à la guerre. Les Iraniens arrivent à lever des Irakiens. Et pourtant, les Iraniens, ce sont des Perses. Et Arabes et Perses, on ne s'aime pas beaucoup. Donc c'est une prouesse, ce qu'ont fait des Iraniens. Et ils ont, je dirais pas marginalisé les sunnites en Irak et Al-Qaïda, mais ils les ont banalisés. Voilà. C'est des petits joueurs par rapport au potentiel, à la capacité d'action de l'Iran. Autre grave échec cuisant de M. Zawahiri, de Bin Laden, on va dire, et de Al-Qaïda, c'est le rétablissement des relations avec Israël. C'est-à-dire que l'ennemi juré de ces gens-là, c'était les USA et Israël, et ben vous avez beaucoup de pays arabes qui ont normalisé avec Israël. Les accords d'Abraham, vous avez le Maroc qui a normalisé avec Israël, vous avez les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Arabie saoudite a normalisé sans le dire, mais ils sont la main dans la main avec Israël. Donc vous imaginez, vous êtes Bin Laden, vous avez pété une durite, pour parler familièrement, parce qu'il y a eu des soldats américains venus défendre l'Irak contre Saddam Hussein qui voulait l'envahir en 91. Et là, vous voyez que votre pays collabore avec Israël. Et bon, c'est l'échec total. Bon, cela dit, il y a quand même tout n'est pas... Ah oui, j'allais dire, échec total aussi, dans le sens où on a appris à combattre ces gens-là. Parce que finalement, ils font mal, ils décapitent, ils impressionnent, ils intimident, mais ils n'ont pas... Ils vivent en Somalie. Je veux dire, c'est pas une sinécure que de vivre en Somalie. Vivre à Cancun, c'est bien. Vivre en Floride, c'est bien. Vivre pas très loin de chez moi à Rio de Janeiro, c'est bien. Faire la guérilla en Colombie, c'est bien. Les femmes sont belles, il y a du rhum, il y a de la papaye, il y a de la mangue, le climat est bon. Il y a de l'eau, il y a des paysages. Faire le djihad en Somalie, au Yémen, là où il y a Al-Qaïda, au Yémen, en Afghanistan, les Philippines, Mindanao, ça doit être assez drôle, parce que c'est quand même tropical, il doit y avoir quelques belles plages, mais bon, c'est pas non plus, hein, c'est pas des endroits très charmants, hein, c'est pas une réussite que d'occuper ces endroits-là. Voilà. Ah, je suis la terreur du Yémen. Bon, tout le monde, on s'en fiche un peu, parce que c'est le Yémen, hein, bon, ça fait pas rêver. Voilà, donc on a appris à marginaliser, à les cornériser pour parler franglais, à les marginaliser, à les enfermer dans des prisons, où finalement qui sont tellement pourris, où personne ne veut aller. Qui veut aller occuper, pacifier la Somalie? Il n'y a rien, il n'y a même pas de pétrole, il n'y a rien, il n'y a que de la misère et des pirates. Donc finalement, on laisse ça à Al-Qaïda, pareil le Yémen, l'Afghanistan, bon.
on les a laissés dans une espèce de réserve d'indigènes, d'Indiens, où ils sont voilà, en train de terroristes. Voilà, vous avez toutes les sortes, toutes les variantes de terroristes en Afghanistan. Bon, c'est plutôt déplorable pour eux que pour nous. Donc on a appris à les gérer, soit par le contre-terrorisme, c'est-à-dire les frappes de drones, les forces spéciales, on envoie des commandos, ils leur cassent la gueule et ils repartent à l'aube, soit par la contre-insurrection, qui est une méthode qui a été appliquée par les Américains, M. Petraeus, le général Petraeus en Irak, avec beaucoup de succès. Malheureusement, Obama, le Sénat américain, le Parlement américain, a demandé le redéploiement, le retour des soldats. On sait faire ça. On sait le contre-terrorisme casse la gueule, décapite, c'est ce qui a été fait à Kaboul, on a envoyé un drone et on a tué le type. La contre-insurrection, qui est d'ailleurs une technologie française inventée par le grand David Galula, un juif nord-africain qui a grandi au Maroc, et que le Maroc ferait bien de reconnaître. Le lycée Lyautey, où il a étudié à Casablanca, ferait bien de lui rendre hommage. Je lance un appel au proviseur du lycée Lyautey de rendre hommage à cet illustre humaniste fils de Casablanca et fils de l'enseignement français au Maroc. Donc la contre-insurrection, elle sert à réparer la société qui a été détruite par le terrorisme, par la corruption, par l'effondrement de l'État. La contre-insurrection est beaucoup plus difficile, plus coûteuse que le contre-terrorisme. Et c'est pour ça que les Français l'ont fait, Galula. Et un Galula, un Français du Maghreb, c'est-à-dire qui connaît bien le mchoui, la négociation, il savait recevoir, il savait gérer la séduction et le sabre. C'est pas rien. Donc les Américains, l'OTAN n'aiment pas vraiment, préfèrent le contre-terrorisme qui est beaucoup plus facile. Un drone, ça ne pose pas de questions, voilà, ça ne pose pas de congé. Alors que si tu envoies des milliers de soldats faire la contre-insurrection, réparer une société au Mali, au Niger, en Irak, il faut les congés, il faut les états d'âme, ça coûte cher. Ça prend du temps, mais pourtant c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, donc, malgré tout, bon an mal an, on a su contenir Al-Qaïda, comme disait M. Trump. Vous allez dire une bêtise, je ne veux pas la dire. Comme disait M. Trump, on les a concentrés dans les shitholes, dans les trous de toilettes. Parce que Trump appelait certains pays comme des shitholes. C'est très excessif, c'est très trumpien, il ne faut pas le dire, mais réellement, ils sont dans des shitholes. Voilà. Maintenant, quand on regarde vraiment l'autre côté de la monnaie, l'autre face de la monnaie, c'est pas tout à fait un échec. Parce que finalement, ils avaient raison dans un sens. Al-Qaïda, Bin Laden disait qu'il combattait l'empire du mal, l'Occident. Et nous disions, mais non, regarde, nous sommes les droits de l'homme, nous sommes les Lumières, nous sommes le féminisme, nous sommes l'égalité homme-femme, nous sommes l'état de droit, nous sommes la séparation des pouvoirs, nous sommes la liberté. Eh bien, regarde, 20 ans plus tard, 20 ans après le 11 septembre, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes réellement devenus l'empire du mal. Nous sommes la censure, nous sommes le manque de pluralité, nous sommes le cancel culture, nous sommes le racisme anti-blanc. C'est ça le privilège blanc, le racisme systémique, c'est l'euphémisme pour le racisme anti-blanc. Nous menons un djihad contre les blancs au moyen du racisme anti-blanc, du Black Lives Matter et tous les phénomènes woke. C'est un djihad anti-blanc. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un djihad? C'est une guerre sainte. Nous menons une guerre sainte contre les hommes blancs dans notre société. C'est ça que nous faisons. C'est nous l'empire du mal. Nous avons provoqué le lockdown, nous avons confiné notre population pendant 2 ans. Même Al-Qaïda n'a jamais osé faire ça. Nous avons, bon, j'exagère un petit peu, si elle l'a fait, mais bon, donc nous nous sommes rabaissés à Al-Qaïda. Donc nous ne sommes plus sur notre piédestal avec l'Olympe en train de tutoyer les dieux de la démocratie, Socrate, Platon, tout ça c'est fini. Nous sommes corrompus. Quand vous voyez la corruption de la pandémie, la corruption de nos élites, McKinsey, Uberfiles, Alstom, le démantèlement du nucléaire français, et j'en oublie, il y a tellement de choses que ça commence à s'accumuler. Nous sommes corrompus. L'achat des vaccins par madame, je sais pas quoi, de von der Leyen, par SMS, on achète des vaccins par SMS, c'est des milliards de dollars, et on s'arrange à ce que le prix augmente. Normalement, quand on achète groupé,
Dans le sein de l'Union européenne, on achète groupé. Quand on achète groupé, normalement, c'est pour réduire les prix. Nous, on a réussi à acheter groupé, donc on a empêché la France d'acheter. On a dit on va grouper tout ça, on va acheter en commun dans l'Europe pour avoir un levier. Eh bien, nous, on réussit à augmenter le prix du vaccin. On est corrompus. Donc, nous sommes devenus plus que l'empire du mal mental, de la maladie mentale. Nous sommes l'empire de la folie. Nous sommes couverts de pustules qui sont invisibles à nos amis bien pensants, mais nous sommes réellement hideux avec nos histoires de wokisme, de division de la famille, notre pornographie, notre acceptation de la drogue, notre sexualisation des enfants, notre théorie du genre. Enfin, nous sommes hideux. Le monde se méfie de nous maintenant parce que nous exportons. Avant, nous exportions les droits de l'homme. Maintenant, nous exportons la PMA pour toutes et le mariage entre hommes et entre femmes. Vous vous rendez compte? Nous sommes devenus l'empire du mal. Donc, dans un certain sens, les islamistes, des frères musulmans jusqu'à Al-Qaïda avaient raison dans un certain sens. Quand je dis avaient raison, je mets plusieurs guillemets et je fais de l'italique. Je me mets en italique comme ça, d'accord? Je répète, les islamistes avaient peut-être raison. Je suis en italique, d'accord? Nous sommes devenus l'empire du mal. Nous sommes devenus une menace pour la vie de l'être humain, de l'homme, de l'humain en général. Je vous répète que nous ne sommes même plus capables de distinguer un homme d'une femme. Nous enfermons des parents qui osent s'insurger contre la transformation de leurs enfants, en femmes ou en hommes, la transition hormonale vers le genre. Vous vous rendez compte de ce que nous sommes devenus? Donc à la limite, nous donnons aux fous de Dieu, comme on disait, des prétextes pour nous détester et nous attaquer. Voilà ce que nous sommes devenus. 20 ans plus tard. Donc la prophétie de Bin Laden, c'est peut-être, je suis en italique, c'est peut-être, ce serait peut-être, je suis en italique, avec des guillemets et tout ça, et des en lettres, voilà. C'est peut-être réalisé. Nous sommes une menace pour le monde, pour les bonnes mœurs, pour la santé mentale. On ne peut pas être occidental aujourd'hui et être en bonne santé mentale. On t'interdit d'être un homme ou une femme. Tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que c'est que ce truc? Nous sommes devenus terroristes. Qu'est-ce que l'épisode Covid, sinon un terrorisme d'État? Nous avons terrorisé notre population. Nous avions deux choix. Ou gérer la pandémie comme les Suédois, j'ai pas dit les Afghans, les Suédois, avec le respect de l'individu, du bon sens, le calme, la modération. C'est nous le peuple de la modération, parce que nous traitons tout le monde d'extrémiste. Nous avons dit qu'Al-Qaïda était extrémiste. De 2020 à 2022, c'est pas fini, nous avons pratiqué l'extrémisme d'État, le terrorisme d'État. Voilà, je n'ai pas besoin de faire de commentaires, enfin de détails, vous m'avez très bien compris. Voilà, donc nous sommes devenus des terroristes. Voilà. Et enfin, vous aurez, ce sera ma conclusion, puis nous avons donné une victoire posthume à Bin Laden parce que nous avons transformé le transport aérien en une expérience carcérale. Enfin, prendre l'avion depuis le 11 septembre, c'est juste se mettre à poil devant un inconnu. Même pas un flic, parce qu'un flic, à la limite, c'est la souveraineté nationale. Un flic, un gendarme, ou un douanier. Là, tu te mets à poil devant un type de G4S ou d'un groupe privé Securitas. C'est une dégradation du citoyen, c'est une expérience carcérale. Tu te mets à poil, tu n'as plus de droits de l'homme. Les droits de l'homme s'arrêtent à la porte en franchissant la porte de n'importe quel aéroport. Et à bord de l'avion. Tu n'es plus dans les droits de l'homme. Tu n'as aucun droit de fermer ta gueule. Donc nous avons donné une victoire posthume à Bin Laden. C'est ce qu'il voulait. Il voulait nous pourrir la vie. Nous avons pourri la vie, nous-mêmes. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est investir en amont dans le renseignement et laisser les gens voyager tranquillement, sans les transformer en des prisonniers, en des voyageurs suspects. Nous sommes tous des suspects maintenant aux yeux des administrations aéroportuaires et de nos polices dans les aéroports. Mais non, on ne fait pas ça. Nous, on a ouvert les frontières, on laisse rentrer les djihadistes dissimulés parmi les migrants. Merci Madame Merkel, je vous rappelle ce qui s'est passé au Bataclan. C'est ce qui s'est passé au Bataclan. Nous avons laissé rentrer les djihadistes dissimulés parmi les migrants qui arrivent tranquillement en Bulgarie, en Grèce. Grâce, à cause de Madame Merkel et de ses alliés ou de ses vassaux, vassaux je crois, et de ses vassaux en France. Vous les connaissez, ils sont au pouvoir en France aujourd'hui, ou ils sont dans des officines, Conseil d'État, je ne sais pas où, voilà, ONG, je ne sais pas quoi, voilà. Donc nous, on laisse rentrer les terroristes par la grande porte de nos frontières béantes, et on s'acharne sur le pauvre passager. C'est ce que voulait Bin Laden. C'est ce que voulait Bin Laden. Nous pourrir la vie, il réussit.
Voilà. Et réussi grâce à nous, et grâce aux sommes folles que nous avons dépensées dans les aéroports pour embêter, pour emmerder, comme dirait notre cher président jupitérien, le citoyen lambda. Depuis 2001, voyager est devenu une épreuve toxique, alors que donc, nous avons foutu en l'air le monde, nous avons dégradé le monde. Le voyage est un don de Dieu pour qu'on comprenne sa création physique, la biodiversité, les plantes, la faune, la flore, et humaine. Or, grâce à notre immense bêtise, nous avons dégradé le voyage, nous en avons fait un chemin de croix. Normalement, tu devrais voyager en étant détendu. Là, tu voyages avec la peur au ventre parce que ta dignité va être offensée par un sous-traitant. C'est même pas l'État français. C'est un sous-traitant. Voilà. Voilà le déclassement. Que voulait Bin Laden? Nous déclasser? Ben nous l'avons fait pour lui. Voilà. Alors, pour conclure, il faudra vivre avec Daesh. Ah oui, oui, j'allais dire. Nous sommes devenus monstrueux, mais nous avons fait Daesh. Alors, je ne vais pas rentrer dans la conspiration, mais je dis juste qu'il y a quand même des choses. Je ne dis pas que nous avons fait Daesh, hein, je me mets encore en italique. Je dis il y a des choses suspectes qui sont passées en Syrie. Hein, je suis comme ça en italique avec le conditionnel. Quand même, nous avons laissé travailler Daesh pour aller, ou même Al-Qaïda, Al-Nusra, pour aller casser la gueule à M. Bachar el-Assad, sous le gouvernement socialiste, laïcard de M. Hollande. Ce n'est pas sous le gouvernement de l'extrême droite française. Sous M. Obama, le prix Nobel de la paix, l'homme, le surhomme, parce qu'il est métis, donc il est surhomme, c'est bien connu. C'est le seul type au monde qui a reçu le prix Nobel la première année. Il n'a même pas géré le pays, on lui donne le prix Nobel. C'est dire. C'est un honoris causa à la naissance. Tu sais, une distinction, une légion d'honneur donnée à un bébé. C'est ça qu'on a donné à M. Obama avec le prix Nobel de la paix. Eh bien, ces gens-là, et tant d'autres, ont donné l'impression de laisser un espace à Daesh. Vous voyez que je suis prudent. N'est-ce pas, Lola? Je suis prudent, j'essaye. On donnait l'impression de laisser un espace à Daesh pour aller s'intégrer en finir avec le gouvernement syrien. Donc nous sommes devenus monstrueux. Donc en 2022, nous ne sommes plus comme 2001. En 2001, nous étions peut-être vierges, peut-être propres sur nous. Là, notre virginité, notre innocence est perdue. Nous sommes devenus monstrueux, au point de laisser croire, je vous renvoie aux déclarations de M. Fabius et tout ça, de laisser croire que Daesh ou Al-Qaïda de Syrie allait être une alternative pour sortir monsieur. On a osé appeler ces gens-là, et toutes leurs... oui, ces gens-là, on a osé les appeler de combattants de la démocratie, de dissidents. On a appelé ça des dissidents syriens, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait, et de ce qu'on continue à faire peut-être? Bon, cette fois, je vous promets sa conclusion. Attendez-vous à vivre avec Daesh, Al-Qaïda, le terrorisme islamiste, à vie, comme le Covid. Hein, comme le Covid. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre tout ça. Hein. Quoique, je ne désespère pas du génie de nos amis du Big Pharma. Il y a trois solutions. Il y a la solution réelle, c'est-à-dire que le monde islamique règle ses problèmes, puisque l'islamisme terroriste ou salafiste, c'est-à-dire politique, se nourrit des émotions des musulmans, qui sont souvent des émotions tristes. Je me faisais la réflexion hier, c'est dommage que les types bien ne deviennent pas des islamistes. La solution est très simple. Il faut que les types gentils, les types bien, les vrais hommes, pas les aigris, les méchants, les gens qui ont raté leur vie. Non, les types bien, intelligents, cultes, érudits, bienveillants, qui aiment l'être humain. Ceux-là doivent devenir islamistes. Moi, si j'ai un conseil à donner, créons des partis islamistes dans les pays arabes, habités par des gens bien, et le problème sera réglé. Il y a une demande de religiosité dans le monde arabe, et islamique en général, Pakistan inclus. Il faut être stupide, complètement bête, pour leur répondre par les partis séculaires et laïques. Nous sommes des gens religieux dans le monde arabe, et islamique en général. Nous sommes religieux. Eh bien, écoutez, investissons le champ religieux par des gens bien. Peut-être qu'ils ont des choses à dire. Bon. Ça fait partie de la vraie solution. La deuxième vraie solution, le deuxième volet de la vraie solution, pas les gadgets qui enrichissent les militaires et les compagnies d'armement, et qui payent des chaires universitaires à des professeurs qui ont faux, surtout depuis 20 ans, mais qui continuent à payer, et à se taper les étudiantes. Je ferme le parenthèse. Ça, c'est un peu de la jalousie. Hein, d'accord.
Je ne bon, un peu de jalousie, je ferme ça. La vraie solution, c'est soigner les émotions du monde musulman. Ça, c'est le travail des leaders musulmans. Nous avons un problème avec Israël, et pourtant je suis l'ami d'Israël éternel, mais il faut bien dire la vérité. Il y a Jérusalem nous rend malades. Tout musulman rêve d'aller à Jérusalem pour prier. Mais pour prier, pas pour se faire tirer dessus par des balles lacrymogènes. Tous les musulmans, même moi, qui suis un musulman tropicalisé hein, au Brésil, cha-cha-cha et caipirinha. Mais moi, je rêve d'aller un jour à Jérusalem. C'est plus fort que moi, c'est dans mes gènes. Vous comprenez, le sang parle plus fort toujours. Donc nous avons un problème avec Israël. Pas moi, d'Israël, mais le monde islamique, qui me dépasse et qui m'écrase, et qui est beaucoup plus puissant que moi, et c'est lui qui compte, pas à mon avis. Le monde musulman a un problème avec Israël. Cette émotion-là, al-hagara, cette humiliation, qui n'est pas le problème des juifs seulement. Ils nous ont humiliés, mais parce que nous étions humiliables. Ils nous ont colonisés parce que nous étions colonisables. Parce que nous étions médiocres. Nous le sommes d'ailleurs beaucoup quand tu vois ce que font les Palestiniens. La médiocrité du Hamas ou du gouvernement du Fatah, c'est une médiocrité. Quand tu vois la médiocrité des pays arabes du Moyen-Orient, même avec tout leur pognon, on n'est même pas foutu d'inventer un brevet pour faire ça. Hein. Tu sais, le Moyen-Orient, tout le pognon qu'ils ont, les cities, les free zones, les tourism cities, les special development zones, les stock exchange, on n'est même pas foutu de faire ça dans le monde arabe. Hein. Enfin, dans le monde arabe Moyen-Orient. On n'a pas foutu de breveter ça. Alors, on ne va pas le ramener. Donc, on mérite ce qui nous arrive. Mais ça nous arrive, ça nous rend malade. Donc, il y a le problème, la blessure de Jérusalem. Jérusalem. Il faut donner des noms de lieux. Jérusalem. C'est peut-être ça la solution, c'est internationaliser Jérusalem et qu'on arrête de fantasmer sur ça. Le deuxième problème, c'est notre échec économique. Ça, c'est pas la faute des Juifs, ni des Français, ni des Américains. On a eu tout faux, du Maroc au Pakistan, à Islamabad. Ça nous rend malades. Ça nous rend, d'abord, on vit mal, parce qu'on a faim, et on est mal logé, on n'arrive pas à se marier. Et puis, ça nous fait honte. Parce que nous savons très bien au fond de nous-mêmes que ce n'est pas la faute des autres, des Chinois ou des Coréens. C'est notre faute à nous. Donc il faut qu'on arrive à régler ça. Donc tant qu'on a, je pense que j'ai fait le tour rapidement. Donc tant qu'on n'a pas réglé ces deux choses-là, eh bien nous n'avons pas, nous ne réussirons pas à... il y aura toujours des Bin C'est comme dans les narcotrafiquants colombiens, amitié à mes amis colombiens. C'est parce que tu as tué Escobar ou Otoniel, c'est un grand trafiquant qui est extradé il y a quelques semaines, ou Santrich ou Ivan Marquez ou je ne sais quel trafiquant, que tu règles le problème, ça continue, parce qu'il y a toujours une demande de cocaïne aux États-Unis. Donc nous, la cocaïne, chez nous, c'est la passion triste. Notre cocaïne à nous, c'est l'hagra, l'humiliation, la jalousie contre Israël, contre les Coréens, contre les Chinois, contre je sais qui, la faim, la misère, l'échec. Nous sommes enivrés. Tu sais, en islam, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais crois-moi, nous sommes bien enivrés, comme diraient les Américains, under the influence. Nous sommes sous l'influence, l'emprise de ces substances toxiques que je viens de vous citer. Maintenant que nous serons sous cette sédation, sous cette influence toxique, eh bien, tant que nous serons ivres de notre échec, de nos échecs, pensez à l'Algérie, enfin, l'échec total depuis 62. Même le Maroc, c'est pas la joie. Hein. Je fais attention à mes amis algériens. Même le Maroc. Mais vous allez quand même. Vous êtes au carré quand même. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais vous êtes au carré quand même. Vraiment au carré. Mais bon, vous n'avez pas le monopole de l'erreur. Ça, soyez-en assurés, mes chers amis d'Algérie. Donc, tant que nous sommes sous l'influence de ces substances, il y aura des Bin Laden, il y aura des Zawahiri, il y a déjà peut-être déjà Al-Qaïda a dû nommer quelqu'un. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les vraies solutions. Après, nous avons des solutions sérieuses, mais moins radicales, temporaires. C'est comme les injections que nous devons prendre, sinon on ne va pas au café, hein, tous les 6 mois, comme les rappels vaccinaux. Hein. C'est ce que je vous ai dit avec Galula, la contre-insurrection, qui coûte cher, mais qui marche. Et le contre-terrorisme que font les Américains aujourd'hui. On envoie un drone, voilà. Ce qu'ils font aussi en Colombie, on n'en parle pas beaucoup, mais en Colombie, tu as les éléments de sécurité colombiens avec leurs amis américains. Ils corrompent des gardes du corps de grands trafiquants ou de grands guérilleros, ce qui revient au même. Maintenant, la guérilla colombienne est devenue un cartel de narcotrafiquants. Il n'y a que la gauche française qui ne l'a pas compris.
et quelques idiots utiles du service public. Donc, ils corrompent leur escoltas, leur garde-côte, garde du corps, et ils leur mettent des chips, des micros ou des puces GPS dans le brodequin. Et comme ça, on envoie, donc le garde du corps met la puce dans le brodequin, dans le vêtement de son chef, et comme ça, tout d'un coup, un drone arrive comme une punition biblique divine, boum. Et on dit, un tel a été, voilà, a rejoint le ciel hier au nord de Santander ou de Cúcuta. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça marche très bien. Ça permet c'est de la chloroquine, si vous voulez, ou si vous n'aimez pas ce gros mot, c'est de l'antibiotique. Le virus est là toujours. C'est de l'antibiotique. Bon, on peut vivre avec l'antibiotique. Hein. Voilà, je pense que j'espère avoir fait le tour. Et réellement, je vous interroge sur ce que nous sommes devenus. Sommes-nous vraiment l'empire du bien? Les droits de l'homme, l'illégalité? Non, on n'est plus là-dedans. Malheureusement, ça me crève le cœur. Moi, j'ai plus beaucoup d'arguments devant un potentat arabe, un dictateur arabe, disons un militaire ou un ancien ou un membre des services secrets. Hein, vous voyez les barbouzes comme ça, durs, capables de torturer toi, ta mère, ton frère, ton grand frère, ton grand-père mort, il le torture. Même ton arrière-grand-père mort, il le torture. Il le torture. Il le déterre, il le torture. Ou avec un islamiste barbu, méchant ou gentil. Parce que les islamistes gentils, enfin, gentils, je veux dire, qui n'ont pas le khanjal, qui n'ont pas le calife entre les dents. Tu peux discuter avec eux. Mais est-ce que je peux les convaincre aujourd'hui? Très, très sincèrement, quand tu vois ce que nous sommes devenus, on n'est même plus foutu de distinguer un homme d'une femme. Qu'est-ce que tu veux, toi, leur dire? Quelle alternative tu vas leur donner? On leur donne raison par notre folie. Enfin, leur folie, la folie de nos élites et de la caste qui nous corrompt et qui nous pourrit. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est vrai, le dicton est tout à fait justifié. Bon, n'hésitez pas à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Vous savez que l'algorithme n'aime pas beaucoup la vérité. Et puis, rendez-vous demain, Inch'Allah. Ciao.